De retour sur le plateau de KNF, votre quotidienne tous les jours, midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne, la chaîne 23 de votre satellite Éclair TV. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe. Et bien entendu, on a pris le temps maintenant de lire. Et oui, c'est important pour nous. C'est important pour notre cerveau, pour notre mémoire et pour notre culture. Et là, je reçois un écrivain que vous connaissez tous. Si vous ne le connaissez pas, c'est l'occasion de faire sa connaissance. Ici même, j'ai l'honneur de recevoir Serge Urgin. Qu'à nous faire? Eh bien, nous bien. Nous bien, ah, c'est l'essentiel, c'est l'essentiel. Comment un écrivain gère cette période justement? On sort là de confinement, de couvre-feu, là on retrouve un petit peu notre liberté. Est-ce que tu en as profité justement pour écrire? Est-ce que tu as déjà d'autres livres qui sont là dans les starting blocks? Alors, l'actualité. Il y aura un ouvrage qui va sortir soit à la fin de l'année, soit au début de l'année prochaine. Ouais. C'est un policier. Ok. Et sur la machine, il y a la suite. D'accord. Voilà. Ok, donc Et finalement, encore un autre policier. donc finalement cette période t'a plutôt inspiré? Non, ce n'est pas la période qui m'inspire. J'écris tout le temps. Ouais. Justement, tu as commencé à écrire à quel âge? Alors, j'ai commencé à écrire comme beaucoup des adolescents. J'ai écrit des petits poèmes, des machins comme ça. Et j'ai commencé vraiment à écrire dans les années 60, 75, 76, D'accord. où j'ai écrit un premier roman de science-fiction qui n'a pas été publié parce que je l'ai d'abord écrit pour moi. Ouais. Et puis j'ai écrit des nouvelles, D'accord. beaucoup de nouvelles pour moi. Et puis au lieu d'écrire une lettre, j'écrivais une nouvelle. Ok. Bon, ça a commencé comme ça. J'ai écrit sur ma famille, beaucoup sur ma famille. Ouais. Et puis au moment du mouvement de LKP, j'ai eu un peu plus de temps. J'ai rassemblé mes notes et j'ai fait un premier roman qui s'appelle Les Derniers Seigneurs. Ok. Donc, ce livre-là, je l'ai écrit pendant les LKP. Donc c'était en 2009. Oui, 43 jours de LKP. J'ai rassemblé mes notes et j'ai sorti ce roman. Qu'on peut voir d'ailleurs en double écran. Je ne sais pas d'où on peut le voir, voilà. Voilà. T'inquiète pas, on gère tout ici. Voilà. Donc, Les Derniers Seigneurs, avec une couverture qui a été réalisée par Sylvie Aristide, qui est une amie. Et il est toujours disponible si jamais voilà, les téléspectateurs ne savaient pas, ils veulent se le procurer. Il n'est plus disponible dans ce format-là. Voilà. Parce qu'il avait été édité chez Bénévent, et Bénévent a fait faillite. Et il est ressorti avec un autre titre qui s'appelle Le Silence des Mornes chez Eddy Livre. Et avec une nouvelle couverture que vous pouvez voir toujours en double écran. Mais c'est le même texte. Alors ce qui s'est passé, c'est que Le Silence des Mornes, je ne l'ai croisé que dans une seule librairie. Ouais. Donc il y a un seul libraire qui l'a commandé et on ne le connaît pas du tout. Eh ben, t'inquiète pas, après l'émission, on va te demander de le rééditer. J'espère bien, j'espère bien. Alors justement, donc là, tu n'es pas venu les mains vides, tu es venu avec ton dernier ouvrage, Le Ballet des Masques. Tu as pris déjà combien de temps pour l'écrire? Alors, Le Ballet des Masques, je l'ai écrit pendant le premier confinement. Ok. Du début à la fin? Et tu l'as terminé pendant le premier confinement? Tu écris plutôt vite, toi. La date de la fin doit être... Je l'ai terminé en avril 2018. Donc, je l'ai écrit un petit peu avant, mais je l'ai fignolé. Mais tu l'as peaufiné. Et qu'est-ce qui t'a inspiré justement pour écrire ton dernier livre? Alors, aussi bien Le Silence des Mornes que Les Derniers Seigneurs, puisque ce sont deux ouvrages qui se suivent. C'est comme une suite? Oui, c'est une saga familiale. Donc, c'est un livre qui parle de nous. Ouais. Alors, quand je dis ça parle de nous... Nous avec un grand N. Nous avec un grand N, parce que les gens qui l'ont lu se reconnaissent. Okay. Tous ceux qui l'ont lu se reconnaissent. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais tu as écrit l'histoire de ma famille. » Il y a des gens qui reconnaissent des lieux, des gens qui reconnaissent des noms, des gens qui vont bien plus loin que le livre, hein, parce que les lieux, ça va de « Ah oui, je reconnais, c'est vers chez moi, Anse Bertrand. » D'autres me disent « Ah, mais ça, non, non, non. Je suis sûr que c'est vers chez moi, au Lamentin. » Mais c'est bien pour dire que ça parle de nous. Okay. Des gens qui l'ont lu me disent « Mais quand on le lit, on sent l'odeur de la canne. Bon,
parce que ça parle de la canne. Des gens qui l'ont lu me disent « Ah, mais je reconnais cette buvette-là parce que j'y allais. » Ok. Donc c'est vraiment un livre sur nous, c'est un livre par nous, puisqu'il vient, c'est un du livre pays. sur nous et par nous. Et aussi par rapport à, sur nos rapports. Voilà. Sur nos rapports, sur aussi comment se constitue le Guadeloupéen. Exact. Parce que cette saga va partir de la plantation jusqu'à maintenant. Donc tu pars dès la période de l'esclavage? Non. Non, pas jusque-là. Voilà, parce que quand tu as dit plantation, je suis sûr qu'il y a des gens qui disent plantation. Ok. Non. La plantation, issue de la plantation. D'accord. Donc ce qui va naître après l'esclavage. Voilà. Donc toi, ton point de départ, c'est juste après l'esclavage. C'est après l'esclavage, disons le début des années. C'est cette façon aussi dont le Guadeloupéen a été dans la société, la façon dont il a été placé dans la société, la façon dont aussi il a formé sa famille. De la façon dont il a formé sa famille, dont il s'est formé lui-même. Ouais, il s'est formé lui-même, voilà. Voilà. On sort de l'esclavage et on a deux communautés qui sont souvent en confrontation, mais qui sont liées quand même par la canne. Exact. L'usinier et l'ouvrier agricole, le planteur de canne et sa famille, qui vivent dans des... Enfin, bon, qui n'ont pas les mêmes moyens d'existence. Ouais. Le planteur, on va schématiser, est riche et l'ouvrier agricole est pauvre. Et le début dans Le silence des mornes, ça commence par une quête identitaire. Alors pour les gens qui ne l'ont pas lu, mais qui voudront le lire, je donne quand même quelques petites pistes et quelques noms. Alors Zim qui est le personnage principal du silence des mornes. Ouais. Zim, jeune homme pauvre, ouvrier agricole pauvre, qui n'est même pas dans la canne au début, qui plante de l'igname. Il part à la recherche de son père parce qu'il n'a pas connu son père. Sa mère est morte de chagrin. Et il part à la recherche de son père et il rencontre son père qui est, comme on s'y attend, un colon. Ouais. Et de cette rencontre, il reçoit en héritage, il est reconnu par son père, et il reçoit en héritage une parcelle qui va s'appeler Mornajac. Donc dans le premier ouvrage, c'est l'histoire de Mornajac. C'est l'histoire de cet héritage qu'il reçoit. Alors c'est un roman qu'on peut dire, je vais peut-être parler beaucoup de ce premier livre parce qu'il va déterminer un petit peu ce qu'on va trouver dans le deuxième. Dans ce premier roman, c'est l'histoire de l'héritage que Zim reçoit quand il rencontre son père. Mais ce n'est pas un héritage seulement matériel, c'est une terre qui a une histoire et qui va commander ceux qui l'ont reçu, ceux qui l'ont reçu. Alors, tout ce livre-là va un petit peu nous conduire dans ce que fait Zim de cet héritage. Donc, c'est l'héritage. On peut lire le livre à plusieurs niveaux. Bon, ce ne sont pas des niveaux qui sont en hiérarchie l'un par rapport à l'autre. Je crois que c'est chacun en fonction de sa sensibilité, il va lire le livre d'une certaine façon. Il va avoir une certaine lecture de l'histoire de Zim. On peut voir une histoire d'amour, puisque l'amour va passer, va traverser l'histoire. On peut voir la quête identitaire, qui je suis, à travers Zim, puisque Zim pose la question qui il est, parce qu'il en souffre. Mais nous sommes tous des Zim. Qui reçoit cette terre Mornajac, mais Mornajac, c'est peut-être la Guadeloupe, avec son histoire. Et on n'en fait pas ce qu'on veut. On n'en fait pas ce qu'on veut. Alors, Zim va faire des choses de Mornajac, mais Zim aussi, le fait de recevoir cette terre, il va changer de statut. Il était ouvrier pauvre, paysan pauvre, il devient propriétaire terrien.
Les regards aussi sur lui vont changer. Les regards vont changer. Les regards qu'on a sur lui vont changer. Et il peut être considéré comme le traître qui a trahi sa communauté. Exact. Justement, est-ce que dans la société guadeloupéenne, il y a souvent, voilà, lorsqu'on change un petit peu de statut, les autres nous traitent, mais les autres, pas nous, nous traitent de traite, justement. Oui, mais il est loyal. Ouais. Il sait d'où il vient. Il connaît son histoire. Mais n'empêche que le simple fait d'avoir obtenu cette terre qui va... Bon, il devient un peu... on dit... comment je vais dire ça celui qui remet en question des équilibres qui sont établis. OK. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qu'il va remettre en question, c'est la perception que l'ouvrier pauvre a de lui-même. Ça veut dire qu'on n'est pas ouvrier pauvre toute sa vie, qu'il y a des possibilités d'être autre chose, qu'il y a des possibilités d'espérer être dans la lumière et ne pas rester enfermé dans une condition misérable. Ouais. Donc, mais il va constituer aussi un danger pour la communauté. Comment il était de chez nous, il n'est plus de chez nous. Il va diviser, donc il va chambouler tout l'équilibre et il va devenir un personnage pas une menace pour l'équilibre des communautés et suite à ça, il va être agressé. OK. Bon, il va être agressé et l'histoire va continuer. Ça va être un petit peu bon. Alors il est agressé, il est propriétaire, il est bon. C'est des changements qui vont intervenir dans la vie de la communauté, dans la vie des planteurs, dans la vie de son père, dans la vie de tout ça. Et le livre va se terminer sur... alors, il va donner un autre sens à cet héritage. Il va peut-être lui donner son vrai sens. Bon, je n'ai pas envie de dévoiler non plus. C'est ça. L'intrigue. Faut que les gens aussi découvrent la fin du livre. Je n'ai pas envie de dévoiler l'intrigue, mais pour aller un petit peu plus loin, Morna Jacques, dont il va hériter, deviendra aussi une terre de résistance. C'est-à-dire qu'il ne va pas recevoir Morna Jacques et pour le mettre en exploitation et devenir le planteur de canne. Il va le cultiver, mais au service de sa communauté. C'est-à-dire que Morna Jacques devient un peu le ciment, le liant entre tous les membres de la communauté et qui vont en faire leur résistance parce que ça va leur permettre, bon, effectivement, de vendre la canne, mais ça va leur permettre aussi de résister aux aléas de la canne. Cyclone, intempéries, fermeture, grève, ils vont pouvoir cultiver Morna Jacques, enzyme, patates, bon, les produits du terroir. Produits du terroir pour ne pas être dépendant de la canne, de l'argent, de ce que va rapporter l'usine. Exact. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire ne pas être dépendant d'une seule chose. Avoir plusieurs cordes à son arc et pouvoir rebondir un petit peu partout. Très intéressant. Mais est-ce qu'on peut lire ce livre, Le Bal des Masques, sans avoir lu le premier? J'ai l'impression qu'il faut... Voilà, c'est comme une suite. On a vu la saison 1, maintenant il faut voir la saison 2. Dans la première partie du Bal des Masques, c'est la deuxième génération parce que Zim meurt. Son ami Turenne, qu'il a accompagné parce que j'ai dit qu'il avait été agressé. Ne donne pas toute l'intrigue. Hein. Attention, il faut que les gens aillent acheter ton livre et puis qu'ils puissent le lire. Alors, Zim va mourir et c'est Turenne qui était son ami qui a géré en fait Morna Jacques. Dans le début du livre, Turenne est sur son lit de mort. Et il raconte à son fils Judor la véritable histoire et lui transmet aussi le flambeau. Voilà ce que nous avons fait. Maintenant, tu continues le travail. Et est-ce qu'il va continuer le travail dans la lignée de son père? Mais il a reçu un héritage. Voilà.
Mais souvent, les gens, ils reçoivent des héritages et puis Non. ils n'honorent pas forcément... hein. Mais nous avons tous des missions. Ouais. Nos parents ont cultivé des rêves. Ils nous disent, bon, nous sommes là, toi, il faut que tu sois là. Exact. Alors, Turenne meurt, mais pourquoi c'est c'est notre livre? Parce que Turenne meurt, c'est nous. Notre papa, oui, c'est notre papa qui meurt et qui nous dit, voilà, ce que je souhaite que tu continues, que tu fasses, que tu deviennes. Tu t'es basé quand même sur la vraie vie, c'est-à-dire qu'il y a des caractères, parce que souvent, comme tu l'as dit au début de l'interview, certains se reconnaissent. Est-ce que tu as pris des vrais personnages qui existent vraiment en Guadeloupe? Alors, je me suis inspiré de toutes les familles, peut-être de la mienne, mais la mienne n'est pas originale. Enfin bon, la mienne ressemble beaucoup à peut-être la tienne, à des gens qui ont vécu cette situation-là, puisque nous sommes issus de la plantation. Nous sommes issus de la plantation. Le blanc qui arrive aujourd'hui n'est pas celui qui était là pendant la plantation. Bon, celui qui vient aujourd'hui ne va pas mourir pour la Guadeloupe. Hein? J'aime bien comment il dit ça. Il va venir et puis s'il y a un problème, il va repartir. Il va repartir. Il n'est pas attaché à la Guadeloupe au point de sacrifier. Sa fille n'est pas en Guadeloupe. Il vient gagner son salaire et puis rentrer chez lui. Pourquoi avoir choisi le mot masque alors dans le titre? Pourquoi avoir choisi le mot masque? Et surtout ballet. C'est-à-dire qu'il y a... C'est un ballet. Hein? Le ballet, voilà, parce que le titre est très... il nous parle beaucoup. Le ballet des masques. Alors là, on va parler du deuxième, si tu veux bien. Le premier, c'était l'héritage. Le deuxième, c'est la transmission. La transmission de l'héritage. Donc, Turenne-Nézim meurt, passe la main à Judor, et Judor est chargé d'accomplir la mission. Cette mission-là, chacun va le lire à sa façon. Mais la mission, en gros, c'est permettre à l'homme, le coupeur de canne, sa descendance, de s'émanciper, de grandir. Et on sait qu'il faut une ou deux générations pour passer ici, pour passer de la classe sociale la plus basse à l'élite. Tous nos députés, avocats, ministres, ils ont eu des grands-parents, des parents en bas. Et on s'émancipe en Guadeloupe par la connaissance. Voilà. Donc, voilà la mission de Judor, qui est de continuer cette œuvre-là. Et il va mettre des masques. Il va jouer des rôles. Et ce sont ces masques. Parce que quand je suis ici, je suis écrivain, mais quand je mets mon masque d'écrivain, quand j'arrive à la maison, ce n'est pas l'écrivain. Tu enlèves ton masque d'écrivain. Et je mets mon masque. Voilà. Bon. Mais on peut changer de masque. On peut changer de masque parce que les circonstances nous les demandent, mais nous restons nous-mêmes derrière le masque. Mais est-ce qu'on porte tous un masque? C'est ça? Alors, c'est la question que je te pose. Moi, je pense que oui. Pour s'adapter à la société, je pense qu'on porte tous au minimum au moins un masque. Est-ce qu'on en a besoin? Non. Bon. Je te répondrai non. Alors, c'est ça le débat. Hein? Voilà, exactement. Donc, Judor, il va porter ses masques, comme tu dis tout le monde, hein, jusqu'au jour où il n'en aura peut-être pas besoin. Il va peut-être montrer ce qu'il est vraiment derrière le masque. C'est-à-dire qu'il va montrer son humanité. Il va montrer parce qu'il n'aura plus besoin d'être ni le révolutionnaire, ni le travailleur, ni. Bon, il va montrer qui il est. Excellent. On rappelle aussi que ton livre est prix littéraire. Et oui. Voilà. 2021. Il est récompensé. Donc, franchement, n'hésitez pas. On peut le trouver partout, chez tous les bons libraires. On peut le commander sur Internet. Je pense qu'on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies. Peut-être dans les mauvaises aussi, mais bon. Ouais, on sait jamais. On est censé le trouver en librairie.
Excellent. En tout cas, n'hésitez pas vraiment à vous le procurer sur le rapport humain, le rapport entre nous, dans la famille, entre nous les hommes. Et quand je dis homme, c'est homme avec un grand H, homme et femme. Et surtout, si vous pouvez déjà lire le tout premier bouquin, il vous a fait un petit résumé. C'est vraiment super intéressant. Voilà. Et il y a aussi le roman de science-fiction qui arrive. On ne donne pas encore de date, mais apparemment il est prêt. Non, le roman de science-fiction, c'est un roman... Non, de policier. De policier. C'est qu'il a commencé avec la science-fiction. Et justement, ça m'emmène à la question, justement, quel conseil pourrais-tu donner aux jeunes qui veulent commencer? Parce qu'on voit, toi, tu as commencé avec la science-fiction. Quel conseil peux-tu donner à un jeune qui nous regarde? Il a entre 10 et 15 ans et il a envie de devenir écrivain comme toi. Alors, il faut commencer par lire. Important. Il faut lire. Moi, j'ai beaucoup lu. Je pense que ça alimente un peu l'imagination. Et voilà. Et puis après, il faut oser. Il faut oser. Parce que lire nous apporte du matériau pour nous permettre de concevoir, organiser nos pensées, structurer ce qu'on veut dire. Ouais. Et puis, il faut oser écrire. Il faut se lancer. Oui. Mais justement, comment se lancer? Voilà. Souvent, on a peur, tu sais, des jugements, des critiques. C'est vrai qu'écrire, c'est se déshabiller. Ouais, c'est vrai. Voilà. On peut écrire dans sa chambre ses petits poèmes pour soi. Exact. Ces romans de science-fiction, c'est pour ça que j'ai dit science-fiction tout à l'heure, c'est resté dans ma tête. Et les montrer, les publier, ça c'est autre chose. C'est s'exposer à la critique. Se mettre à nu. Se mettre un petit peu à nu. Parce que quand on écrit, il est difficile de ne pas être dans ce qu'on écrit. Exact. Hein? On est partiellement là, mais il est difficile de ne pas être dans ce qu'on écrit. Donc voilà le conseil que je pourrais donner, s'il y avait un conseil à donner, hein, c'est arrêter de pianoter sur... Libérez un petit peu les réseaux sociaux. Faites comme quand il y avait la panne, le gros bug de Facebook et compagnie, de WhatsApp et tout ça. Libérez, allez prendre du vrai papier, lisez, écrivez, prenez un crayon, un stylo, et puis c'est parti. Nous avons tous des choses à raconter. Alors, mais si jamais un jeune veut te poser des questions, te demander peut-être des conseils, est-ce que tu es ouvert? Et surtout, tu es connecté? Est-ce qu'il peut te contacter sur Facebook? Alors, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Je suis sur les réseaux sociaux, même si j'avoue ne pas bien maîtriser tout ça. Ouais. Bon, je suis sur Facebook. Tu es sur Facebook? Oui. Bah, attends, on va regarder juste là. Ça y est, d'ailleurs, l'adresse est déjà là. Serge Urgent, écrivain guadeloupéen sur Facebook, tout simplement. Et serge.urgent@yahoo.fr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comment faire pour structurer son récit? Par quoi commencer? Où, quand, comment? Il est là pour vous. Une précision. Oui. Quand quelqu'un arrive à se dire « je suis écrivain ouais. », ça veut dire que c'est son activité principale, son travail. Moi, je suis quelqu'un qui écrit. C'est tout. Donc, tu n'es pas écrivain? Je n'en vis pas, et puis ce n'est pas l'essentiel de ma vie. Hein? Bon. J'écris. C'est un beau débat, ça, parce que tu écris, tu publies, tes livres sont intéressants, les thèmes sont touchants, tu fais le travail d'un écrivain, mais vu que on ne peut pas te qualifier d'écrivain, c'est un débat. Peut-on qualifier une personne qui fait le métier vraiment en entier d'écrivain, même s'il n'arrive pas à en vivre? Parce que nous, artistes, c'est vrai, enfin, quand on dit nous, ici en Guadeloupe, pour vous, les artistes, c'est compliqué de vivre de votre passion. C'est-à-dire que si quelqu'un me rencontre pour demander des conseils d'écrivain, je ne pourrais lui donner que des conseils de quelqu'un qui écrit. Voilà. Okay. Peut-être qu'il va trouver chez quelqu'un d'autre qui vit de sa plume d'autres conseils. Moi, je ne pourrais donner que des conseils de quelqu'un qui a pour passion, une de ses passions, parce que je ne fais pas que ça, d'écrire. Écrire. En tout cas, on vous rappelle que le Ballet des Masques est disponible partout. Alors, n'hésitez pas vraiment à aller vous le procurer. Il est là avec nous, Serge Urgent. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Si tu avais un tout dernier message, justement, à faire passer à tous nos téléspectateurs, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Guyane, La Réunion, Jamaïque, Saint-Barthélemy, ta caméra est juste là. Vas-y. Alors, achetez-le. Déjà important. Oui. Lisez-le. Faites-le lire. Ouais. Hein, et lisez-le plusieurs fois, peut-être. Toujours. Il faut toujours lire un livre minimum 2 fois. Voilà. On ne comprendra pas tout d'un seul coup. Moi, je souhaite, enfin, personnellement, je souhaite longue vie à cet ouvrage.
je souhaite qu'il soit lu par le plus grand nombre de Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, parce que je pense que tous les peuples qui ont connu la plantation, Ouais. je ne dis pas la colonisation, c'est encore un autre débat. Exact. Mais la plantation devrait se retrouver ou se reconnaître dans ces histoires-là. Donc c'est notre livre, c'est notre histoire. Pour nous et par nous, le ballet des masques. Des masques. Merci encore d'être passé sur le plateau. C'est Et moi. Dès que le roman policier sort, en plus moi je suis fan de romans policiers, tu repasses sur le plateau. J'espère qu'il aura un prix, enfin bref. Là, apparemment, t'es bien parti. secret. On a hâte, en tout cas. On a hâte. Voilà. Longue vie à toi et encore une fois, tu repasses quand tu veux. Merci Nous, on pour se retrouve l'invitation. bien entendu demain pour une nouvelle émission avec de nouveaux invités, toujours sur Éclair TV. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire, oui, celui qui m'habille de la tête aux pieds. Mais pour ça, il faut descendre à Bastère et aller chez les crins. On se retrouve donc demain, toujours sur la chaîne 23. À demain.